Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Shirley Billot, avec qui nous allons parler d'écoféminisme. Mais avant de lui laisser la parole, j'aimerais faire un fémage tout particulier à Clémence Mouelet-Moukouri, la présidente de l'association Find Yourself. C'est grâce à elle que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour lors du mois de l'empowerment. Du coup, Shirley, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Estelle et bonjour à tous les auditeurs. Donc je suis Shirley, fondatrice de Cadalis. Je suis originaire de la Martinique et je suis une entrepreneure militante et engagée sur différents sujets qui me tiennent à cœur, mais qui me permettent en tant que femme de me réaliser, de m'épanouir. Et donc notre activité est assez étonnante, mais nous sommes des spécialistes du bananier, de ses vertus dans le domaine de la santé, de la beauté et des nutraceutiques. Nous avons développé une expertise unique sur sa chimie, mais également sur des procédés d'extraction sans solvants chimiques permettant d'extraire et de concentrer toutes ces molécules actives. On développe des ingrédients pour notre propre marque, mais aussi pour d'autres. On cherche des solutions santé pour les maladies qui sont liées au syndrome métabolique. Voilà, donc c'est comment à partir d'une plante si symbolique et si phare, on peut l'utiliser et l'exploiter pour en extraire tous ses bienfaits, pour nous rendre en meilleure santé, mais en même temps avoir un impact sur l'environnement. C'est ça Cadalis. Ok, c'est une super présentation. Du coup, j'aurais des petites questions. Déjà, la première question de l'épisode, c'est du coup que tu nous définisses ce que c'est l'écoféminisme pour les personnes qui nous écoutent, car c'est un peu le sujet central du sujet du jour. Et après, ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi tu as créé Cadalis, pourquoi tu t'es tournée vers le bananier en particulier pour faire tes cosmétiques. Ah oui, ça, le bananier et moi, c'est une histoire d'amour qui est assez très 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 forte. Je sais pas si je suis la personne la plus adaptée pour donner une définition à l'écoféminisme, mais je pense que c'est un est-ce que c'est un courant éthique? Non, est-ce qu'on peut pas on peut parler de ça? Je pense que c'est peut-être la conjonction de pensées qui sont à la fois bienveillantes vis-à-vis de l'environnement, mais aussi vis-à-vis des femmes. Donc je pense que c'est un mix. Enfin, en tout cas pour moi, je vois ça entre c'est une fusion entre une vision féministe, peut-être plus altruiste, et écologique, mais généralement les femmes sont très orientées, sont plus facilement, on va dire, ouvertes et se sentent plus forcées, enfin plus impactées par l'environnement, je pense. Et donc, enfin moi, pour moi, l'écoféminisme, c'est cette cause commune de sujets féminins et aussi de sujets liés à l'environnement et l'écologie. Oui, je rejoins ta définition et je pense en effet que les femmes, elles sont, plus à même, à prendre en considération ces sujets parce que, comment dire? De par, notre, le système patriarcal qui fait qu'il y a des inégalités, en fait, je trouve que l'écoféminisme, ça reprend un peu les mécanismes d'oppression dont les femmes font face et dont l'environnement fait face aussi. Donc, c'est une manière, on va dire, d'avoir de l'impact à son échelle et du coup, j'en reviens à la question du bananier. De toi, comment tu t'es intéressée à ça et quel a été ton cheminement pour Cadalis? Alors justement, en fait, le bananier, il est venu à moi un peu comme une évidence. Il est venu à moi peut-être comme dans une version féminine, c'est-à-dire que j'en ai rêvé. En fait, ça a été une révélation pendant mes rêves. Je lis beaucoup d'études scientifiques, qui est une de mes passions le soir, et j'en lisais sur le bananier et j'ai été totalement absorbée par ce végétal qui, de toute façon, est un végétal emblématique des cultures antillaises. En Martinique, on produit 70% des bananes françaises. Nous sommes, euh, nous sommes dans notre quotidien et quand on conduit, on est entouré de bananiers et donc forcément, on ne voit que ça. J'en ai dans mon jardin depuis que je suis petite et le bananier m'a accompagnée depuis mon enfance parce que c'est une plante bienveillante. Il y a des bananes toute l'année.
c'était mon goûter. Mais après, si je vais sur l'axe engagé, en fait, le bananier est en fait est pour moi mon engagement militant. C'est-à-dire que ça peut paraître paradoxal, mais le bananier symbole cristallise, je dirais même mieux, en Martinique, tout ce que nous avons de pire et de meilleur. Le bananier, c'est d'abord, on va revenir sur l'histoire. C'est la plante la plus anciennement cultivée par l'homme. C'est l'incarnation de la déesse de la beauté. Là, on revient sur les femmes en Inde et de la fertilité. Énormément de croyances autour de ce végétal. Et nous, en Martinique, on a une histoire singulière puisqu'en 1736, une ordonnance royale rend à l'époque en Martinique obligatoire aux détenteurs d'esclaves de planter 25 bananiers par esclave détenu et de leur laisser la possibilité d'en planter jusqu'à 50 sur une parcelle de terre librement. Donc ça devient l'aliment, la plante phare des esclaves, mais également des planteurs, puisqu'en fait, ça fait tout de suite sur la plantation, il y a des bananiers. Et donc, nos ancêtres ont appris à l'utiliser sous toutes ses coutures, puisque toutes les parties du bananier ont des vertus traditionnelles. Il est comestible, la fleur, la peau, la pulpe, à différents stades de maturité. Nous, la banane, on la mange verte, comme une pomme de terre, et on la mange jaune, comme un fruit, cuit ou pas cuit. Et donc, en fait, je trouvais que c'était intéressant pour ça. Donc, il y a l'histoire, mais il y a aussi l'économie, puisqu'en fait, nous sommes dépendants économiquement de cette production, puisque c'est le premier employeur privé de l'île. Et puis après, prenons l'impact écologiste, parce qu'on parle d'écologie. Ben, nous avons vécu il y a quelques années, il y a plusieurs dizaines d'années, le scandale d'un pesticide qui a été utilisé sur les plantations de bananes et qui ont pollué nos sols, une partie de nos sols, tout comme dans le monde, hein, parce que ça a été utilisé dans le monde entier, sur d'autres cultures que la banane, mais finalement, ça a été un tel choc écologique pour nous que depuis cette histoire, nous avons maintenant, nous sommes devenus des vrais militants sur l'impact du travail des agriculteurs sur les populations. En plus, on est sur une île. Et donc, forcément, on est devenu un peuple très concerné. Alors, moi, je connais bien le sujet parce que ma mère a cofondé une association environnementale et c'est notamment elle qui a dénoncé le scandale du chlordécone. Donc, je connais très, très bien ce sujet-là et j'ai la chance d'avoir une mère très active qui était dans toutes les commissions environnementales de la Martinique. Donc, je connais très bien les sujets environnementaux et donc, forcément, j'ai choisi ce végétal aussi parce que pour moi, il symbolisait tout dans mon engagement militant, étant moi-même une enfant de militant en fait. Et mes deux parents ont fait des associations environnementales et à travers ce végétal, j'ai voulu positiver, montrer que c'était possible de changer les choses à partir d'une plante, mais d'en tirer le meilleur. Voilà, c'est ça qu'on fait en fait. Et donc c'est une histoire qui est partie. Comment je peux utiliser ce végétal qui a beaucoup souffert, qui n'est pas, que je trouve qui n'est pas suffisamment reconnu en France pour toutes les vertus qu'il possède, et comment je peux en faire un outil de santé, un outil aussi d'engagement, un espèce, enfin, comment je peux dire ça, mais pour moi, c'est mon porte-drapeau d'une nouvelle ère. C'est comment ce végétal est au cœur de cette pensée écoféministe d'une entreprise qui porte des valeurs peut-être plus humanistes et d'une plante qui, pour moi, a ce côté très bienveillant et très féminin que je mets au cœur de mes combats et de mon modèle économique. Waouh, c'est vraiment une sacrée, présentation et je trouve ça beau en effet que tu aies voulu, à ton échelle, bah, redorer le blason, on va dire, des bananiers qui étaient entre guillemets «invisibilisés» et lui donner toute la reconnaissance, qu'il mérite. Ça me fait penser un peu clairement à l'histoire des femmes, que pour le coup on a été invisibilisées dans l'histoire et après il y a plein d'initiatives qui sont mises en œuvre pour, bah, les mettre en lumière et c'est ce que tu fais. En plus, c'est beau en fait de voir que ça part aussi, comme un «hommage» entre guillemets à tes parents qui étaient militants et en fait tu reportes, le blason à ton tour, pour ça et en plus ce que j'avais vu c'est que, hem
bah, ce qui est bien, c'est que les cosmétiques Cadalis, ils sont très bien notés environnement parlant. Enfin, je crois que sur Yuka, ils ont des scores assez honorables dans le vert. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts, mais de ce que j'avais vu. Donc, je trouve ça encore plus impressionnant, parce que surtout que dans un monde, dans les cosmétiques, où il y a plein de mauvaises choses qui sont mis dedans, on sait pas ce qu'on se met sur la peau, etc. Bah là, je trouve ça bien de pouvoir donner aux gens des choses à se mettre sur le visage, sur le corps, qui soient de bonne qualité. Et c'est vrai que ça fait un cercle vertueux, parce que du coup, les gens, après, ils vont vouloir continuer à consommer des produits de bonne qualité, et ça va leur faire du bien, en fait. Ça fait du bien à la planète, ça fait du bien aux gens. Donc, c'est vraiment un vrai cercle vertueux qui se met en place. Je trouve ça assez dingue. Merci beaucoup, Estelle. Donc, ouais, ça, je trouve ça trop bien. Et, et du coup, je me posais aussi, comme, question que, comment on fait aussi, enfin avec, tout ce qui est, comme changements environnementaux, parce qu'il se passe, pas mal de choses, compliquées, difficiles. Même, toi, comment tu as pu gérer, en fait, la crise avec les pesticides? Parce que comment on fait, pour faire évoluer une société où on a enfin, un projet où on a plein d'ambitions, plein d'envergure, alors qu'il y a plein de chaos constants, avec les changements climatiques, avec la pollution, avec tout ce qui se passe autour? Comment on fait pour, réussir à garder le cap? Je pense qu'il faut déjà développer une expertise et une technicité parce que ça ne s'invente pas. On va parler des sujets un à un. Pour revenir sur le sujet de l'impact, par exemple, des produits phytosanitaires. Il se trouve que euh, le bananier est une plante qui est assez incroyable parce que elle, quel que soit le pays où elle est cultivée, quelles que soient les parcelles dont elle est issue, qu'elle soit surtraitée ou pas traitée, le bananier est naturellement une plante où en fait rien ne passe. Ce qui fait que, notamment sur des terres qui seraient contaminées par notamment du chlordécone, on n'en retrouve pas dans la banane. En fait, et c'est ça qui est assez incroyable. C'est d'ailleurs, il y a même une étude scientifique qui avait été qui était sortie il y a quelques années, qui avait démontré que la poudre de racine permettait de, de, de filtrer les pesticides et tous les polluants. Donc, il se trouve que donc nous, en fait, moi, je me suis appuyée sur la science, la technicité. En fait, c'est ça. C'est important d'avoir des fondamentaux forts et justes parce que d'abord, ça donne des chiffres corrects et ça rassure le consommateur. Donc, nous, indépendamment du fait que nous savons par des études et c'est prouvé que ça ne migre pas dans le bananier. Nous travaillons sur des bananes qui sont bio, quoi qu'il en soit, mais on peut travailler sur des bananes qui ne le sont pas aussi, parce que ça n'a pas d'impact. Et on fait des tests. C'est-à-dire qu'à chaque production de batch, parce qu'on fait nos propres ingrédients, on réalise les tests qui sont demandés par la réglementation des médicaments, auxquels on ajoute ce pesticide, et il n'y en a pas. Voilà. Et par toute transparence, on publie les résultats sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. On est totalement transparent parce que je pense que le consommateur a besoin d'être rassuré. Et pour assurer, en fait, pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire le test par un laboratoire indépendant et de le publier, et comme ça en toute transparence. Et comme ça, on a clos le débat. Ensuite, donc, pour répondre aux enjeux environnementaux et au réchauffement climatique, nous, on a choisi de faire ce qu'on appelle de l'éco-extraction. C'est-à-dire qu'au-delà de la chimie verte, nous, on applique des procédés verts auxquels on a ajouté des critères. C'est-à-dire que l'éco-extraction, c'est 6 principes que nous suivons, qui sont des principes que vous pouvez trouver aussi sur Internet. Le numéro un, c'est quand vous faites des ingrédients, il faut sourcer des matières qui elles-mêmes sont ce qu'on appelle durables. Qu'est-ce que c'est qu'une matière durable? Ben, on va prendre un exemple très simple en cosmétique. Je fais un petit cours de cosmétique, mais un ingrédient qui est assez connu, qui s'appelle le squalane, à l'origine venait du requin. Le requin espèce protégée. Et donc, on a développé du squalane qui venait de l'huile d'olive. La problématique de l'huile d'olive, c'est que, en fait, c'est un arbre. Donc, avant de porter ses fruits, il faut qu'il grandisse, qu'il devienne mature, et là, il peut produire ses fruits. Il a une récolte par an, qui elles-mêmes sont en danger, parce qu'avec le réchauffement climatique, vous pouvez le voir dans le sud de la France ou en Espagne ou en Grèce, c'est une production qui est très fragile en réalité. Ce qui en fait une ressource qui n'est pas durable. Maintenant, le squalane de plus en plus vient de la canne à sucre, qui est une herbe, et qui est durable parce que c'est une herbe, donc avec des cycles de production beaucoup plus courts. Eh ben, c'est tout à fait ça. La banane, c'est pas un arbre, c'est une herbe géante, avec un cycle de production de 9 mois, comme une grossesse.
Et alors la particularité, c'est qu'il n'y a pas de saison. Vous avez des bananes tous les jours. Et donc ça en soi, c'est la parfaite ressource durable dans le monde. Puisqu'en fait, cycle très court, pas de saisonnalité, ça veut dire qu'il y a de la ressource tous les jours. Ensuite, ce qui est important, c'est notamment si on parle du réchauffement climatique, notamment dans les Caraïbes, c'est qu'on a de plus en plus de tempêtes tropicales et de cyclones. Dès que vous avez des vents trop violents, au-delà, je crois que c'est 150 ou km/h, ça secoue trop le bananier, ce qui fait que même s'il tombe pas, parce qu'au bout d'un moment il tombe, et donc les plantations sont foutues, il faut réattendre que ça repousse, mais ça va vite. Ah ben, si c'est trop secoué aussi, ben, les bananes pourront être de moins bonne qualité sur l'apparence. Et en fait, nous, on n'utilise que les bananes moches. En fait, on utilise tous les coproduits générés par la filière sur la plantation. Ça veut dire qu'on récupère tout. Les feuilles, les fleurs, les hampes, les fruits moches, parce que ça ne change pas leur composition chimique, c'est juste leur apparence. Et nous, on s'en fout de l'apparence. Donc nous, on dit que récupère les célibataires et les moches, parce que en fait, par exemple, 20% de la production de bananes ne prend jamais le bateau pour venir en France parce que les bananes sont soit toutes seules, soit elles sont trop petites ou elles sont tordues. Nous, on récupère celles-là. On récupère les déchets qui arrivent en métropole, en France hexagonale, qui en fait, pour le coup, pendant le trajet, se sont abîmés et elles n'iront jamais dans le supermarché. Donc nous, on fait ce qu'on appelle du food loss. On ne travaille pas sur le gaspillage alimentaire des consommateurs parce qu'on n'a pas de traçabilité et ça, c'est pas possible. Nous, on travaille sur ce qu'on appelle les pertes alimentaires sur les exploitations. En fait, avant que ça arrive chez les consommateurs. Parce qu'il y a deux types de pertes alimentaires, enfin deux types de déchets, de gaspillage. En anglais, il y a deux mots pour ça, c'est le food loss et le food waste. En fait, c'est la décision il y en a une, c'est le choix du consommateur de ne pas manger le fruit, de le jeter. Là, c'est du pur gaspillage. Et la perte alimentaire, c'est le choix des critères qui fait qu'on ne peut pas emmener le fruit dans le supermarché. En gros, c'est ça. Nous, on s'est spécialisé sur récupérer ces fruits moches, mais directement chez les producteurs ou avant que ça arrive en grande distribution. Voilà. Et donc pour répondre aux enjeux climatiques qui en fait augmentent les quantités de déchets et pour aussi répondre à des problématiques de durabilité, en fait, nous, on a fait le choix de prendre cette plante parce qu'on la trouve idéale et on n'utilise que des process qu'on appelle d'éco-extraction, donc des procédés peu consommateurs d'énergie, mais qui potentialisent les extractions d'une façon beaucoup plus importante. OK, bah, c'est hyper intéressant, ce que tu nous dis. En fait, j'ai l'impression en t'entendant que vous faites une sorte de Too Good To Go, mais de façon avec les entreprises pour éviter, bah, du coup, le gaspillage justement des supermarchés et cetera et je trouve cette approche hyper intéressante et en effet, on apprend pas mal de choses dans cet épisode sur les cosmétiques, sur la banane, comment c'est super. Enfin, je savais pas qu'il y avait pas de saison, donc je trouve ça hyper intéressant. Donc merci de nous apprendre toutes ces choses et ça m'amène aussi en question parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la situation, des femmes et du coup, je voulais savoir si, bah, du coup, par exemple, avec ton entreprise, quelle est, bah, du coup, la situation, des femmes en Martinique, notamment avec la production, bah, des bananiers? Ah, alors, il y a des femmes agricultrices, de plus en plus. C'est même si c'est quand même majoritairement masculin, on a plus de femmes. Alors, on a dans la récolte, c'est quand même plus des hommes parce que c'est des récoltes qui sont manuelles et c'est quand même un métier très difficile. C'est-à-dire qu'on récolte la banane encore comme il y a des dizaines d'années, c'est-à-dire c'est au coutelas, à pied. Et il faut traverser le champ toute la journée, enfin toute la journée, parce que comme il n'y a pas de saison, en fait, il faut aller voir où sont les bananes sur la plantation. Donc en fait, c'est physique. En plus, nous sommes sur des territoires qui sont très vallonnés, en fait, et donc ça reste quand même physiquement complexe. On a donc quelques femmes qui sont chefs d'exploitation. Et on a aussi dans les centres d'empotage, c'est-à-dire que là où on coupe le régime en main de banane avant de les mettre dans des cartons, on a beaucoup plus de femmes à cet endroit en fait dans la production des bananes. Après, c'est des métiers qui mériteraient d'être plus valorisés euh, parce que souvent aussi, les femmes d'agriculteurs sont aussi présentes, en fait, hein, dans les exploitations. Hein. Mais c'est encore un métier, je pense, qui reste masculin. Mais en Martinique, il y a vraiment de tout. Mais statistiquement, on a quand même plus d'hommes. Mais j'ai pas les données statistiques, mais sur les hommes et les femmes dans la filière banane. Mais je sais que ça tient à cœur à la filière
de pousser cette égalité des genres entre les femmes et les hommes. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans les bureaux, les centres d'empotage. OK, et qu'est-ce qu'il faudrait faire, pour toi, pour qu'il y ait plus d'égalité, à ce niveau-là pour, les récoltes de bananes? Alors moi, c'est pas mon combat en fait. Ça c'est moi j'ai alors juste pour information, enfin moi j'ai 100% de la filière de bananes qui est dans mon capital, donc ce sont mes actionnaires, parce qu'on travaille en fait en écosystème. Mon combat il n'est pas sur l'égalité au sein de la filière entre les femmes et les hommes. C'est pas mon métier. Moi mon engagement à moi il est là, il est sur le sujet que moi je maîtrise. C'est les femmes dans la science. Voilà, parce que nous, on est une boîte de tech, on fait de la recherche avant tout. Au-delà d'avoir une marque de cosmétiques, nos équipes sont à 80% des ingénieurs et des chercheurs, et on développe des solutions santé à partir de ce végétal. En fait, on a une expertise en chimie, on a des thèses qui sont menées, et nos équipes sont à aujourd'hui, et je m'en excuse, 100% féminines. OK, hyper intéressant. Et bah, du coup, quelle est la situation, de la santé, des femmes, et quelles solutions, par exemple, vous développez pour les aider? Alors, c'est une question qui est trop large, donc je peux pas y répondre comme ça. En fait, c'est désolé, ça veut rien dire. Parce que la santé des femmes, il y a tellement de choses. Non, c'est pas le sujet, c'est plutôt qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. En fait, dans les métiers de la science, il y a à peu près 30% de femmes par rapport aux hommes. Donc en fait, alors qu'on est 50% sur Terre, c'est encore des métiers qui n'attirent pas suffisamment, je pense. D'ailleurs, mon fils est en école d'ingénieur et dans sa classe, il y a que 5 femmes, enfin 5 jeunes femmes. Et donc, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est dès le collège et le lycée, je pense qu'il faut sensibiliser les femmes, les jeunes femmes, sur les métiers de la science. Et sachant que la science n'est pas forcément que une vision qu'on peut en avoir très masculine. Dans le domaine des sciences naturelles, dans le domaine de la chimie du végétal, c'est là où on trouve le plus de femmes d'ailleurs, en fait. Donc, je pense qu'une des actions qui peut être menée, c'est peut-être montrer des exemples, des rôles modèles dans les écoles très tôt et essayer de pousser plus de jeunes femmes à continuer en sciences, notamment l'étude des mathématiques et de la physique, pour avoir après, dans les classes préparatoires, plus de femmes qui pourront justement venir renforcer les rangs de ces jeunes étudiants. C'est là qui est l'enjeu, c'est comment réussir à avoir plus de femmes dans ces métiers de la science. La science, après, moi, je travaille beaucoup avec des établissements publics. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'hommes, hein, et donc ça mériterait de d'avoir d'essayer de changer un peu et de faire évoluer un peu tout ça et ça nous permettrait aussi parce que je pense qu'on a une perception même de la recherche qui est enfin la façon dont on fait la recherche et les sujets sur lesquels on travaille, elle est aussi parfois différente de celle des hommes parce qu'on cherche des applications. Par exemple, moi je vois cette démarche d'associer la science avec l'impact. Ah ben c'est une démarche qu'on peut trouver aussi plus facilement chez les femmes puisque on associe en fait on est capable plus facilement d'associer des problématiques on va dire purement économiques scientifiques avec des problématiques d'impact, de durabilité, et parce qu'on pense aux générations d'après et qu'on est soucieuse de l'optimisation. Nous, par exemple, dans nos procédés, on essaye de nous-mêmes de ne pas générer de nouveaux déchets et que tous les coproduits qu'on génère soient eux-mêmes valorisables. Donc c'est un vrai choix de de travailler. Alors déjà, nous, on travaille sur le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est toutes les maladies qui sont inflammatoires, notamment obésité, hypertension, diabète. Donc c'est toutes ces maladies un peu invisibles qui sont liées entre guillemets quelque part à nos modes de vie, euh, euh, la malbouffe ou le stress. Donc déjà, on s'est focalisé dessus. Comment trouver des solutions assez problématiques de santé. Ensuite, derrière, on a développé des ingrédients, notamment pour la beauté. Alors, par exemple, on a déposé 3 brevets. On a des actifs qui agissent sur les taches pigmentaires, le côté apaisant ou l'anti-âge. Mais on a aussi pensé quelque part aussi aux hommes parce que on a développé l'année dernière un composé aromatique pour une marque d'alcool qui a développé une liqueur à la banane avec notre ingrédient.
Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que maintenant, quand on fait des salons de tech, sur ma table, je mets nos ingrédients et je mets deux sujets d'application. Je mets une bouteille de liqueur à la banane et je mets une huile sérum à la banane. Et qu'on est les seuls au monde à faire des huiles de banane. Et pour le coup, jusqu'à maintenant, quand je faisais des salons, là, j'ai fait Vivatech, par exemple, et d'ailleurs, j'ai gagné un concours de pitch réservé aux femmes dans la tech. Eh ben, d'habitude, les hommes ne s'arrêtaient pas forcément sur mon stand parce qu'ils croyaient que c'était une marque pour les femmes, parce qu'ils voyaient une application cosmétique. Alors qu'en réalité, on fait de la chimie et on fait des process. Mais c'est un exemple d'application. Maintenant qu'on a la bouteille de rhum, eh ben on sait capter l'attention masculine. Voilà. Donc, donc c'est un biais cognitif qui est intéressant. C'est qu'en fait, pour parler aux hommes, il faut un produit que eux peuvent assimiler comme étant un produit masculin. Alors que si on a un produit applicatif qui est un produit féminin, on est tout de suite invisibilisé ou en tout cas diminué dans notre expertise scientifique. Parce qu'en réalité, on fait de la tech et de la santé, parce que l'application qu'on montre comme exemple est une application destinée aux femmes, par exemple. Ça, c'est assez drôle, je trouvais ça assez drôle en fait. Ah oui, c'est hyper intéressant, ce que tu nous donnes, comme exemple. C'est vrai qu'on a des biais et bah, du coup, c'est une bonne solution en effet, d'attirer, les hommes avec quelque chose qui peut être intéressant, pour eux. Donc bah, merci du tips et ça me fait penser car j'aimerais bien revenir aussi parce que tu as gagné un concours de pitch, donc bravo. Et du Merci. coup, je me disais, parce que je me dis peut-être qu'il y a des femmes qui nous écoutent, qui ont des projets, qui ne savent pas trop comment, bien pitcher et toi, du coup, comment tu as fait, pour, te préparer à ça? Suivre des formations et c'est super parce que ça vous prépare déjà à parler en public. Mais je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment l'authenticité que vous y mettez parce que moralité, les gens le sentent en fait. C'est pas la peine de s'inventer un elevator pitch qui juste pour séduire, voyez, pour accrocher. Je pense que la sincérité, en tout cas, moi c'est mes valeurs, c'est le plus important. Mmh et du coup, tu parles de valeurs et du coup, ça m'amène comme question, comment on fait, bah, du coup enfin, comment toi tu fais, par exemple, pour te connecter à tes valeurs hautes et comment tu as fait, bah, pour être toi-même? Parce que c'est aussi ça un questionnement, je pense qu'on peut se poser, parce qu'avec toutes les possibilités que nous offre la vie et ben, c'est pas forcément évident de trouver sa place, de trouver son chemin. Alors bon, déjà, je pense que ça vient avec le temps et la maturité. C'est un chemin qu'on fait sur soi-même, hein. Moi, je pense que j'ai créé ma société, c'était un peu avant d'avoir 40 ans. Je suis pas du tout la même maintenant que je l'étais quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à travailler. Après, je pense que ce qui est important, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je viens d'une famille qui a eu un cadre de valeurs extrêmement fort. Mes parents sont un couple mixte. Mon père a fait l'armée. Il a travaillé sur la base atomique à Tahiti. Donc, il a participé aux essais nucléaires. Donc, en fait, très tôt, il s'est rendu compte sur sa santé et et sur la nature ce qu'il avait causé comme dégâts. Le fait d'être un couple mixte a appris à mes parents ce que c'était que ce qui était important de se protéger mutuellement, de se soutenir mutuellement. Et je pense que mon père a eu conscience des difficultés d'être une femme noire, aussi au sein de l'armée, mais aussi en France. Donc en fait, je pense que l'environnement a été pour eux très important très vite. Et mes parents sont autosuffisants. Donc en fait, moi j'ai grandi dans une famille où on a toujours eu tout dans le jardin. On a eu des panneaux solaires très tôt. Comme j'ai grandi entre l'Afrique et les Antilles avant d'arriver en métropole quand j'étais étudiante, moi je sais ce que c'est que je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'eau, d'électricité. Donc en fait, j'ai eu cette chance de vivre dans la nature avec la conscience de ce que c'était que d'avoir accès à des ressources limitées, en fait. Et d'ailleurs, même jusqu'à maintenant, quand je suis en Martinique, parfois on n'a pas d'électricité pendant plusieurs jours ou pas d'eau parce que c'est comme ça, je veux dire, c'est la vie. Et dans une grande ville, on se rend pas compte, mais on est très privilégié, en fait. Et je pense que les valeurs, on a ces valeurs familiales, mais on peut construire ses propres valeurs aussi. Ce qui est important, je pense, c'est d'essayer de ne pas changer pour les autres et quels que soient les drames qu'on vit, il faut garder je dirais pas cette innocence, mais moi, je suis quelqu'un de très positif et j'ai envie de garder une foi en l'humanité. J'ai envie de penser
qu'on peut s'améliorer et devenir meilleur, même si parfois le monde nous laisse à penser que l'égoïsme et le repli sur soi semble plus facile. Je pense que si on est nombreux à porter des valeurs euh, de foi, mais une foi dans l'humanité, dans le monde, hein, ça dépasse les religions. C'est vraiment cet amour de l'autre et cette envie de construire et de laisser quelque chose pour les autres. C'est une générosité, une bienveillance que de se dire qu'on est sur Terre un court passage. Qu'est-ce qu'on décide de faire pendant ce passage? Est-ce qu'on veut faire quelque chose, laisser quelque chose et se réaliser, ou on veut juste profiter de la vie et puis c'est tout. Moi, j'ai envie, à mon niveau, de contribuer à un monde meilleur. Et donc, je le fais à travers ma société parce que je trouve que l'entreprise, pour moi, est le meilleur moyen de changer les choses. Les valeurs, je trouve que c'est un cadre extrêmement important que j'essaie de transmettre aussi à mon fils. Pour moi, l'environnement ça devrait être la préoccupation de tout le monde. On ne peut pas vivre déconnecté on ne peut pas vivre et profiter des ressources de la terre et sans imaginer l'impact qu'on a derrière. C'est tellement égocentrique. Moi, ça me dépasse. Et donc, on devrait tous trouver des solutions quand on lance un produit sur le marché ou même quand on pense à proposer un service. Quel est mon impact en fait? Et on devrait tous l'intégrer un peu comme un minimum. Nous, tout à l'heure, tu me parlais de mes formules. Moi, j'ai décidé de formuler très très tôt en naturel et bio, mais pas parce que c'était la mode, parce que pour moi, c'est mes valeurs, puisque j'ai grandi comme ça. Après, Yuka, c'est un très bon exemple, mais Yuka, ça veut aussi te dire et rien dire, parce que on est noté excellent sur la plupart de nos produits, sauf quelques-uns, parce qu'on a un parfum qui contient des fleurs blanches, de jasmin, ylang-ylang, tiare, qui contiennent du badin salicylate, qui est un allergène naturel que contiennent les fleurs blanches. Il se trouve que Yuka le note mal parce elle ne sait pas arbitrer avec cet inky qui correspond à un autre et qu'en réalité c'est un inky qui est dans les fleurs. Et donc on a des produits parfois qui sont mal notés uniquement à cause de cet allergène naturel que vous avez dans toutes les fleurs blanches. Je n'ai pas voulu renoncer aux fleurs blanches, caractéristiques des parfums tropicaux, pour faire plaisir à Yuka. Vous voyez, en fait, bon, et tout ça, si le consommateur ne va pas au-delà chercher l'information, il n'a pas toujours pleinement conscience de la donnée qu'il est en train de consulter. Et c'est ça aussi les valeurs, c'est de se dire, euh, je, je veux me cultiver, en savoir plus, en comprendre plus, enrichir le monde et m'enrichir moi-même. Voilà, donc en fait, quel que soit ce qui peut m'arriver, j'essaie de rester conforme à mes valeurs, qui sont, je pense, des bonnes valeurs, qui sont le partage, c'est la bienveillance, et je pense que c'est des valeurs universelles, donc c'est assez facile. Et avec le temps, on apprend à mieux se connaître aussi, à mieux gérer euh, parfois ces up and down et ces émotions qui peuvent parfois brouiller ces valeurs, peut-être. Je pense que la quête de la paix et du bonheur personnel en soi, c'est quelque chose que tout le monde cherche à atteindre. La question, c'est on a tous et toute une définition peut-être différente de ce que c'est que la paix et le bonheur. Et c'est ça aussi qui est important. Et puis ça dépend des pays, ça dépend des cultures. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont universelles. L'environnement est universel, la bienveillance est universelle. Et des fois, je pense que ce qui est important, c'est un socle de valeurs qui vous dépasse, au fait, qui vous dépasse vous-même. C'est-à-dire que pour moi, le socle des valeurs, c'est des valeurs qui sont des valeurs universelles, plus que des valeurs, vous voyez, très individualistes en fait. Peut-être que c'est ça le secret. Et puis, il faut pas trop se poser de questions en réalité. Il faut se laisser des fois porter par ses intuitions. Moi, j'écoute beaucoup mes intuitions et ma petite voix. Et parfois, ça, c'est la force, on l'a en nous. Et parfois, on peut douter de soi-même. Mais des fois, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qui est juste. Il faut juste s'écouter. Ouais, c'est hyper intéressant, tout ce que tu nous as dit. Enfin, de ce que je retiens et de ce que je comprends, c'est que c'est important, en tout cas, de se connecter à l'autre pour, bah, en apprendre plus sur soi et pour se connecter à soi, par la suite, notamment, à ce qu'on a envie de faire, quel impact on a envie de faire dans le monde. Faut apprendre à s'écouter, écouter les autres. Enfin, c'est vraiment tout un cheminement pas évident et en plus, comme on
on peut avoir aussi un biais, on va dire, de confirmation, notamment avec les réseaux sociaux où tout arrive tout cru dans la bouche et c'est pas forcément des informations que tu as forcément, choisi et voulu, d'avoir. Donc, c'est apprendre à faire le choix par rapport à toutes ces infos bésitées, c'est pas forcément évident. Tout comme écouter, ses intuitions, je pense, c'est pas évident non plus car j'ai l'impression que dans notre société actuelle, on peut facilement être déconnecté de ses propres ressentis parce que tout va très vite, tout bouge tout le temps. Donc, c'est pas évident de se poser et de prendre juste un temps d'introspection. Et toi, du coup, comment tu as appris à écouter tes intuitions et à te faire confiance? Alors moi, j'ai une double culture, c'est que je suis martiniquaise et par ma mère et jurassienne par mon père. Alors je dis que j'ai un côté qui est très cartésien, côté jurassien. Mais du côté de ma mère, en fait, je pense que dans la culture antillaise, on est quand même très proche de la nature. Et en fait, on écoute beaucoup. En fait, on a quand même cette culture qui est, euh, qui est aussi issue de notre patrimoine culturel, avec toutes nos croyances qu'on peut avoir dans animistes aussi, qui font partie de notre culture. Et moi, je sais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je faisais beaucoup. Alors, c'est plus difficile de le faire quand on est dans une grande ville, mais moi, je le fais beaucoup quand je suis en Martinique. Mais c'est, c'est, vous voyez, des fois, c'est prendre le temps de regarder l'horizon, regarder la nature. Moi, j'adore aller dans un parc, m'asseoir et juste l'énergie dégagée par les arbres. Moi, je suis très sensible aux énergies. Et la nature vous donne beaucoup d'énergie en fait. Je sais pas si tu connais les ions négatifs positifs. Ben, en fait, alors, par exemple, le bananier est une des plantes qui produit des ions négatifs, en fait, qui est naturellement relaxante et antioxydante. Par exemple, quand des fois on se sent pas très bien, quand on va dans une forêt et qu'on marche, qu'on va près d'une cascade d'eau ou près de la mer, ou quand on prend une douche, par exemple, on se sent tout de suite mieux. C'est parce que, en fait, ces environnements produisent des ions négatifs. Donc, parfois, on peut aussi se créer sa propre bulle soi-même de production de ces ions négatifs pour se sentir aussi mieux et permettre de se reconnecter d'une façon plus apaisée avec soi-même. Donc moi, je trouve que la nature, c'est très important parce que dans les villes, on va avoir tendance à se perdre dans ce speed de l'inhumanité de ces immeubles, ce stress de ces voitures. Donc parfois, il faut se recréer une petite bulle. Ça peut être soit dans un parc en s'asseyant et juste en contemplant la nature, sans, oui, sans stimuler son cerveau avec des applications sur son téléphone. C'est juste se poser, regarder. Moi, j'adore faire ça. Je me pose et je regarde l'horizon, le ciel. Des fois, je touche même un arbre parce que voilà, parce que je trouve que c'est la beauté de ces grands arbres me fascine toujours. Quand je suis en Martinique, j'adore regarder la mer. Le vent, enfin ça, c'est très relaxant. Vous pouvez aussi le faire chez vous en prenant une douche. Ça marche très bien aussi parce que la douche, le fait d'avoir l'eau qui jaillit comme ça provoque les ions négatifs. Donc, je pense que dans les campagnes, c'est plus facile. Je pense que c'est plus dur dans la ville parce qu'on n'a pas accès forcément à l'espace. L'espace nature est peu présent et c'est ça qui est compliqué pour se reconnecter en fait. Mais il faut savoir parfois euh, revenir à l'essentiel, aux choses vraiment vraies, c'est-à-dire la nature, et peut-être juste déconnecter un peu de ces sociétés qui vont trop trop vite. Moi, j'aime beaucoup ces petits moments euh, de retour sur soi-même. Je pense que c'est important. Et puis de parler à ses proches. C'est tout ça, la reconnexion. C'est, et je pense que c'est aussi une attitude. Moi, j'ai la banane, donc c'est la positive attitude. Par exemple, on dit souvent aux gens quand on parle, si on a le sourire, ça s'entend au téléphone, mais c'est vrai. Et je pense que quand vous mettez de l'intention de je suis heureuse ce matin, même si c'est difficile, je mets mon sourire sur mes lèvres. Et quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous rentrez, c'est comment ça va? Est-ce que la journée s'est bien passée? C'est toujours commencer par ces mots doux et positifs. Et je pense que c'est vraiment une façon de commencer sa journée ou de la finir, c'est mettre de l'intention positive et bienveillante dans ce que vous faites. Et ça, rien que ça change tout en fait. Des fois même, je recommence ma journée. Des fois, ça va pas. Je dis non, non, c'est bon, je recommence. Et là, je fais bonjour, est-ce que tout va bien? Et en fait, même moi, des fois, j'étais un peu trop speed. Je fais une pause et je me remets dans cette positivité en fait.
Oui, c'est hyper important ce que tu nous dis. J'ai l'impression en t'entendant qu'il y a même un certain côté méditatif, à contempler, ce qui nous entoure et s'émerveiller comme si c'était la première fois qu'on voyait les choses un peu et pareil, avoir de la gratitude envers, bah, l'univers, bah, déjà d'être là, d'être, en vie, de pouvoir regarder ces belles choses, de pouvoir sentir ces belles choses et ouais, je trouve ça beau, ça donne du sens à sa vie et c'est peut-être ça aussi pourquoi les gens sont si déconnectés, dans les grandes villes, c'est parce qu'on manque de sens et et ouais, c'est tout un sujet en tout cas, à explorer, la quête de soi. Oui, la gratitude, je trouve que ce mot est très juste. En fait, on se rend pas compte, mais on devrait être heureux déjà d'être là tous les jours. Dans, en fait, il faut trouver tous les jours c'est, je suis heureuse pourquoi et la gratitude pourquoi et s'accrocher des fois, faire ce petit chemin de s'accrocher à un petit élément tous les jours et au bout d'un moment ça devient une attitude. C'est pas pour autant qu'on n'est pas réaliste, hein. Mais le monde est déjà trop triste, des fois trop stressant. En fait, et ben si on se trouve pas ces petites bulles de positivité, en fait, autant pas commencer sa journée et rester dans son lit en fait, hein. Donc il y a plein de choses autour de nous pour être. J'ai une de mes collaboratrices qui a un vrai soleil et qui fait ça tous les jours. Elle a un carnet et elle écrit en fait. Ce qu'elle veut qui se réalise parce qu'il paraît que c'est aussi important de conceptualiser en tout cas de ce on aimerait qu'il arrive donc parce que si on veut que ça arrive ça arrivera donc pensée positive voilà la pensée positive c'est important. Ah, de ce que tu me dis avec le carnet, de gratitude, enfin comme ça que je l'entendrais, je pense clairement à ça me fait penser direct au concept de la manifestation, parce que notre intérieur et notre extérieur, bah, c'est la même chose, c'est le reflet et si tu vas attirer à toi, bah, ce que tu es. Donc, si tu es dans une énergie où tout va noir et tout va pas bien, bah, en fait, tu vas plus forcément attirer ce genre de choses. Alors que si tu fais ce pas de côté et que tu changes tes croyances après c'est difficile, hein, de changer, les croyances qu'on peut avoir sur le monde, sur la vie, parce que c'est avec ça qu'on a été construit de faire un pas de côté, avoir des croyances qui soient aidantes, nourrissantes et pas des croyances qui vont, bah, te mettre 6 pieds sous terre, c'est pas évident, je pense, à comme travail à faire. Oui, et c'est pour ça que c'est bien de le faire aussi, d'être entouré d'un cercle d'amis qui partagent aussi cette même vision. Je pense que c'est important aussi énergétiquement d'être bien entouré, en fait. Et parfois, il faut savoir aussi se protéger. Le monde est énergie, en fait. Donc, je pense que moi, je passe beaucoup de temps, j'ai beaucoup de copines et on passe beaucoup de temps ensemble. Et on s'appelle, on va se prendre autour d'un café, on échange aussi nos idées, le bien, le mal. Et en fait, ces moments d'échange et de partage, toujours avec beaucoup de bienveillance et de positivité, je trouve que ça nous remet un peu au même niveau énergétique ensemble. Et je trouve qu'on est des êtres, on a besoin de se sociabiliser en fait. Donc il faut essayer de rester il faut bien s'entourer et il faut échanger. Moi, je partage toujours même mes difficultés parce que je trouve que c'est important de, de pouvoir échanger avec quelqu'un et de pas garder des fois peut-être de la souffrance pour rien, alors qu'on peut peut-être en partageant une inquiétude ou un sujet, trouver une réponse en face ou un effet miroir qui va vous permettre de relativiser, de trouver une solution. Mmh, oui, je suis tellement d'accord avec toi et d'ailleurs, ça me fait penser, tu parlais d'énergie et je pense que c'est aussi un truc qu'il faudrait faire parce qu'en fait, c'est vrai que ça me fait penser à tout ce qui est productivité, organisation, où on veut faire tout plein de trucs sur notre to-do list et cetera, alors qu'en fait, on prend pas en compte son propre niveau d'énergie et il faut voir, je pense, les choses qui nous donnent de l'énergie et qui nous en prend. Par exemple, si voir des gens, ça nous donne de l'énergie, bah, continuons à avoir plein, plein de gens, pour, pouvoir se ressourcer à soi-même et s'il y a d'autres moments où ça va pas bien, qu'on a besoin d'être seul, accepter ces moments pour, bah, se foutre la paix. Parce que je pense, ouais, le truc de l'être humain, on se met trop la pression et on est trop là à vouloir faire trop de trucs et à se décourager parce qu'on se dit: «Mais on va jamais arriver à faire tout ça, en fait». Oui, et puis en plus, nous, dans notre parcours de femme, en fait, on doit déjà aussi apprendre à se connaître parce que notre vie à nous est régie beaucoup par les hormones, en fait. Et en réalité, à l'adolescence, on est déjà perturbé, on essaie de se comprendre. Après, on a toute cette vie de femme où peut-être certaines vont vivre aussi une vie de mère. Et puis bon, moi, je suis en plein dedans. En fait, on va arriver, on est dans la ménopause. Et là aussi, de nouveau, on a des changements qui s'opèrent, qu'on ne comprend pas toujours
et qui en fait sont juste une cause hormonale. Et moi, moi, ça se passe très bien parce qu'en fait, je le relativise. Je sais que finalement, les hormones ont un tel impact aussi sur notre bien-être. Qu'en fait, c'est aussi que en fait, notre corps, c'est de la chimie, en réalité. C'est de l'énergie et de la chimie. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on est capable aussi de mieux comprendre les réactions de notre corps qui vont impacter aussi notre mental. Et en fait, on sait qu'on a des moments up and down. Et puis, quand se comprendre mieux, c'est se comprendre mieux aussi c'est aussi ces raisons-là. C'est parce que on peut se comprendre très bien, mais ne pas comprendre de l'impact aussi de changements physiologiques chez nous, en fait. Parce que c'est pas forcément notre mental. C'est aussi votre corps qui vous parle d'une autre façon et vous devez apprendre, en fait, vous devez, en fait, apprendre à évoluer aussi avec votre corps. Et c'est ça aussi dans notre parcours de femme, c'est comment on peut grandir, évoluer, trouver du sens à sa vie, tout combiner en même temps, sachant qu'en plus on a ça qui se rajoute. Et donc en réalité, c'est nous-mêmes, nous sommes une propre entreprise, on est un propre univers à nous toutes seules. Et en fait, mais au fond, le plus important, c'est l'équilibre, l'harmonie en fait. C'est trouver un équilibre et une harmonie dans cette folie intérieure et extérieure. Oui, c'est hyper juste, tout ce que tu nous soulignes et c'est vrai que ça me fait penser qu'il existe pas mal de choses, dans les termes de formation ou de livres, par exemple pour les femmes à apprendre à mieux vivre avec, son cycle menstruel notamment et c'est vrai que, bah, nous, on a les 4 saisons en nous en tant que femmes et c'est vrai que c'est un fonctionnement qui est radicalement différent que peuvent avoir, les hommes et en fait, comme tu dis, ça fait encore une couche supplémentaire à Ah apprendre. oui. Moi, je pleure quand je suis émue ou que je suis des fois agacée, comme beaucoup de femmes, je pense. Avant, je le vivais mal, maintenant j'en ai rien à faire. Bon, maintenant, ça m'arrive beaucoup moins, mais parce que maintenant c'est bon, je me comprends, je me canalise bien. Mais avant, j'en souffrais, mais finalement, je suis comme je suis en fait, et il faut l'accepter, et c'est comme ça en fait. Donc bah voilà, faut accepter ce qu'on est et le jugement des autres, ben, on s'en fiche, ça ne plaît pas, ben, c'est pas grave en fait. c'est mais et c'est en ça aussi que j'aime bien. Bon, on travaille sur la santé, mais on développe des cosmétiques et je trouve que le cosmétique quelque part, il contribue aussi à un meilleur bien-être. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un jeu de texture et d'odeur en fait. Et donc, c'est un plaisir sensoriel qui fait du bien aussi à la tête parce qu'on a toute cette odeur qui va vous relaxer quand vous appliquez, en tout cas moi je pense à mes huiles sérum, mais le fait aussi de masser son visage. Vous savez, le fait de s'appliquer un produit topique, que ce soit sur le corps ou sur le visage, c'est aussi un moyen de se réconcilier avec soi-même parce que des fois aussi, on est déconnecté et des fois on se touche plus en fait. Se toucher la peau, masser son visage, stimuler sa circulation sanguine. En fait, cette gestuelle, rien que ça a aussi un impact sur la santé mentale, en fait. Et ça améliore le bien-être. Et donc, je trouve que en ça, la cosmétique, c'est une science qui est intéressante parce que elle rend aussi heureux, en fait. Indépendamment du bénéfice santé, enfin du bénéfice cosmétique, si on veut traiter une tache pigmentaire, un bouton ou une perte de fermeté, c'est un temps pour soi où pendant peut-être une demi-heure ou une heure, je me fais une routine beauté pour moi en fait, où je me focalise sur mes besoins et c'est une vraie reconnexion en fait. Oui, c'est une très belle, image que tu as utilisée. En effet, vu que dans les produits de beauté, il existe tellement de senteurs, de textures et cetera, c'est apprendre aussi à se connaître en sachant, bah, est-ce que j'aime cette odeur-là? Est-ce que je préfère cette texture-là? Là, elle me convient à l'instant T, mais ça se trouve dans 2 jours ou une semaine ou un mois, elle me conviendra plus. Bah, c'est pas grave, j'expérimente et je change, quoi. Oui, 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 oui. Moi, je trouve que tout est expérimentation et et mais comme c'est comme la cuisine en fait, c'est tout tout ce que nous faisons nous apporte de la joie ou pas. Mais donc il faut plutôt essayer de stimuler la joie et le bonheur en fait. Oui, c'est bah, comme tu le disais, c'est partie de notre mission de vie de trouver notre propre bonheur, notre paix intérieure et ça passe par tester des choses. Parce que si tu fais rien et que tu restes là les bras ballants à rien expérimenter, rien tester, bah, comment tu peux savoir si, les choses, vont t'animer ou pas? Et après ça me fait penser aussi que, enfin, quand on veut s'accepter tel qu'on est, il faut aussi accepter, je pense, ses parts d'ombre et ces choses
qu'on a du plus de mal à accepter parce que la lumière, c'est plus facile, c'est tout ce qui est plus positif, mais par exemple, tout ce qui est lié, à la tristesse, à l'anxiété et cetera, là, c'est des choses, des émotions qui sont plus difficiles à gérer et que dans une société où on doit toujours être «bien», entre guillemets, c'est pas évident, je pense. Moi, je pense que moi, je l'accepte en fait. Quand ça m'arrive, moi, des fois, je suis triste ou des fois trop stressée. Et ça m'arrive d'avoir un petit coup, j'ai envie d'aller pleurer, ça me décompresse en fait. Moi, ça me fait sortir un peu. Moi, je pense que ces moments-là, il faut les accepter. C'est comme ça. Hein, je veux dire, il y a aucune honte à avoir. Je me sens pas bien, je me sens pas bien, je suis fatiguée, je suis fatiguée. À la limite, moi, ça m'arrive parfois de prévenir l'autre en disant aujourd'hui. Je vous préviens, j'ai un peu moins de filtre parce que je suis fatiguée. En fait, voilà, donc je suis pas comme d'habitude. Donc en fait, je vous préviens, on respecter un peu cette limite parce qu'aujourd'hui, bah, je suis plus fatiguée ou des fois, faut accepter de. Alors, c'est ça qui est génial avec le télétravail maintenant. Bon, moi, je suis chef d'entreprise, mais mes équipes font ce qu'elles veulent aussi. C'est que des fois, je travaille de chez moi parce que j'ai envie de voir personne, parce que je suis dans une phase où je réfléchis, je veux être concentrée, j'ai envie de garder cette bulle de protection. J'ai pas envie de prendre le métro, ou j'ai pas envie de prendre l'avion, ou j'ai pas envie de prendre la voiture quand je suis en Martinique, je veux rester chez moi, juste parce que je suis sur un sujet, ben en fait, faut accepter. En fait, je pense que on peut pas toujours être la perfection. Et d'ailleurs, je pense qu'en réalité, c'est pas forcément. C'est nous, on se met la pression tout seul, mais on met beaucoup la pression aux femmes. Nous, on est quand même éduqués très tôt pour être la petite fille parfaite, toujours bien apprêtée, souriante, gentille, polie. Mais en fait, bah non, on peut être badass, hein. On peut être badass, donc c'est juste à nous de. En fait, il faut juste je pense qu'il faut être bienveillant avec soi-même déjà. En fait, voilà. J'ai pas envie de me maquiller, bah je me maquille pas. J'ai pas envie de faire ça, bah je le fais pas aujourd'hui. C'est pas grave, mais je le fais pour moi. En fait, c'est tout, c'est tout. Oui, c'est vrai que tu as raison, c'est important d'être bienveillant avec soi-même et c'est vrai qu'on devrait se traiter comme si on était notre meilleur ami, l'amour de notre vie même, c'est nous Bah ouais. et on a tendance à l'oublier. Moi, mon occupation principale toute seule, j'adore danser. Moi, moi, le matin, mais même le soir, j'adore commencer ma journée. Je mets mes talons aiguilles et je danse dans mon miroir le matin. Je pense que je suis un peu en boîte de nuit. Et en fait, ça me met une bonne humeur. Et je crois que des fois, même quand je marche, que des fois, je suis dans le métro, j'écoute de la musique et je danse quand même. Mais c'est pas grave parce que moi, ça me met tellement en joie et en bonne humeur. Donc, il faut profiter de ces moments. La vie est tellement précieuse et le temps passe tellement vite que je pense que chaque instant, si on peut, on doit le vivre, on doit le vivre pleinement. Je vais dire pas forcément à fond, mais il faut juste vivre l'instant présent. En fait, il faut être connecté au moment présent. Pas toujours. Il faut arrêter de tout le temps penser au passé. Le passé est fait. Le passé nous sert à peut-être pas faire les erreurs plus tard. Mais le passé est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Donc les regrets, ça sert à rien. Le futur, oui, ça peut servir comme objectif, mais je pense que parfois on oublie juste de vivre l'instant présent. C'est juste ça. Vivons déjà la journée présente. Demain est un autre jour, en fait. Il peut tout se passer demain. C'est vrai et en plus, ça me fait penser que pour le coup, notre corps, il sait faire l'instant présent, il peut faire que ça. C'est le mental qui déconne, parce que le corps, il a pas le choix, en fait, il est là, il vit le moment, quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout ce dont il a besoin, en fait, le corps. Le corps, c'est notre machine, on doit bien l'entretenir, on doit en prendre soin parce que c'est un équilibre de minéraux, de vitamines, d'hormones. Et en fait, l'alimentation, l'énergie, le mental, tout a un impact. Et en fait, et je pense que c'est pour ça que la quête du bonheur, moi, je parlerais presque de l'équilibre ou l'harmonie intérieure. C'est presque ça qui est le plus important, en fait. Tellement d'accord. J'aurais bien aimé continuer ces sujets avec toi, mais là, on va passer à la conclusion, de l'épisode et il me reste quelques questions que je pose systématiquement, à tous mes invités en fin d'épisode de Matrimoine féministe. Du coup, la première, ce serait quoi le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Moi, je dirais, bon là, c'est un petit clin d'œil, hein, c'est garder la banane. Bah oui, c'est un fruit trop positif. C'est vrai que ça va bien avec ta marque Cadalis en plus. Non, mais j'ai pas de. Non, le mot de la fin, c'est vivez pleinement votre féminité.
le monde est féminin. Il faut vivre pleinement ce monde. Et c'est ça en fait, c'est mettez une petite dose de banane dans votre vie. C'est bienveillance vis-à-vis de vous-même d'abord et les autres. Et puis c'est réalisez-vous. En fait, faites ce que vous avez envie de faire. C'est la vie est courte. Prenez du plaisir dans la vie en fait et essayez l'écoféminisme c'est je trouve quelque chose de tellement formidable en fait. Ça associe le meilleur des choses, la féminité, l'écologie, l'environnement, la mère nourricière qu'est la terre. C'est c'est aujourd'hui Estelle, je suis de très bonne humeur. Voilà, donc non, le mot de la fin c'est mettez de la banane dans votre vie. Je le valide à 200. Du coup, dans la suite de mes questions, il y a toi, qui sont tes rôles modèles? Mes rôles modèles, bah, le premier c'est ma mère. Ma mère a beaucoup enfin, m'a montré ce que c'était qu'une femme forte qui s'est battue pour ses convictions. Donc déjà, rien que ça, c'est important. Après, j'ai pas forcément de rôle modèle en particulier. Euh, je trouve que c'est intéressant de puiser dans les histoires des autres. Moi, ça m'a beaucoup donné de la force d'aller écouter des conférences où j'écoutais des hommes entrepreneurs ou des femmes entrepreneurs. J'ai beaucoup appris des échecs des autres. J'adore les gens qui vous racontent leurs échecs parce que je trouve que c'est presque plus intéressant que les succès. Parce que et, euh, et ça permet aussi de relativiser. Donc je n'ai pas de rôle modèle en particulier hormis ma mère. Je m'intéresse à tout ce qui se passe partout. De toute façon, dans l'histoire, beaucoup de femmes ont eu des rôles clés essentiels et ont été totalement invisibilisées, je vais y arriver. Ce qui fait qu'en réalité, l'histoire vous donne toujours un certain point de vue en fait. On ne sait pas tout en fait dans l'histoire. Ce qui est important, c'est de regarder. Moi, j'aime les parcours de vie. Quel qu'il soit réussi ou pas réussi, chaque parcours de vie est intéressant. Donc, je m'inspire de tout. Mmh. Oui, je pense que c'est une bonne approche, en tout cas, de puiser dans les expériences des autres pour savoir, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, pas envie de faire, et où est-ce que tu veux mener ta barque, quoi. Oui, alors je vais donner un exemple comme quoi, tout est source d'exemples, mais j'ai une de mes amies que je connais depuis le collège, qui était hôtesse au sol depuis des années, et qui a décidé à 50 ans de devenir hôtesse de l'air. C'est-à-dire elle nous a rien dit, mais elle a repassé tous les examens pour qu'en interne, elle a recommencé à zéro, parce qu'elle rêvait d'être hôtesse de l'air. En fait. Et je trouve ça incroyable. Moi, je lui ai dit, je suis tellement fière de toi parce que tu aurais pu croire qu'à 50 ans, ben, c'était foutu, tu changeais pas. Elle a pris ce risque de perdre presque son ancienneté juste pour changer de poste et faire ce qu'elle rêvait de faire. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement inspirant en fait. Parce que ça montre que la volonté, la passion, l'envie de réaliser son rêve, en fait, quelle que soit l'échelle, c'est important. Et ça, je trouve ça presque plus beau que des réussites incroyables. Voilà. Et quand elle nous l'a annoncé, elle était tellement fière. Elle a attendu d'avoir réussi. Et ça, pour moi, c'est un des meilleurs rôles modèles que j'ai. C'est un des meilleurs exemples que j'ai vu de ces derniers mois. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça incroyable. Alors qu'il y a des gens qui sont pas heureux, mais qui vont rien faire pour changer, en fait. Voilà. Et donc, moi, j'adore ces personnes qui, de par leur volonté, changent leur vie. C'est vrai que c'est un très, très beau exemple, être dans le mouvement pour se transformer. Et on peut se transformer quel que soit l'âge. C'est ça qui est formidable, en fait. Et elle est mère célibataire et tout, donc c'est possible. La volonté est une chose incroyable. Quand on veut, c'est possible, en fait, de se donner les moyens. Je trouve ça formidable, en tout cas. Voilà, c'est un exemple de rôle modèle. Donc, hormis ma mère, tout le monde est un rôle modèle pour moi. Tout est passionnant. Non, je rejoins tellement ton point de vue. Du coup, dans la suite de mes questions, il y a quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent?
Moi, je dirais, déjà, les podcasts comme celui d'Estelle, c'est formidable. Non, je trouve que les podcasts, c'est important. Participer à des événements. Alors moi, j'aime beaucoup participer à des événements autour des femmes parce qu'on a quand même des problématiques qui sont différentes que celles des hommes et je pense qu'on aime se retrouver aussi entre nous. Euh, Choisissez des événements qui sont dans vos secteurs d'activité. En fait, je pense que ça, c'est important. Et il y a tellement de choses qui se passent maintenant, qu'ils soient en présentiel ou en ligne, en webinar ou justement dans des émissions telles que le podcast. Donc, ne restez pas seul, ouvrez-vous aux autres et en fait, participez à plein d'événements et après, trouvez ceux qui résonnent le plus pour vous, en fait. Voilà, et c'est ça. La semaine dernière, j'étais à un événement des femmes dans l'industrie. Des fois, c'est une, deux personnes que vous écoutez qui vont vous inspirer pour la semaine en fait. Donc parfois il peut m'arriver de faire des événements très souvent dans la semaine, des fois j'en ai pas envie. Donc c'est vraiment quand vous êtes prêt aussi à écouter l'autre, parce qu'il faut être aussi prêt hein, à écouter les ressources que vont vous partager les autres. Donc voilà, je trouve aussi que LinkedIn, mine de rien, c'est un réseau social que je trouve intéressant parce que les gens partagent de plus en plus leur expérience. Il y a énormément d'événements qui sont annoncés. Vous pouvez aussi trouver plein de bonnes idées. Donc moi, je dirais les écosystèmes de vos régions, de vos réseaux d'activités, de vos anciennes écoles. Euh, le network, c'est très important. Vraiment, le réseau, c'est très important. Ouais, c'est très important ce que tu nous dis, de s'écouter et trouver des sources d'inspiration, qui résonnent pour nous et qui peuvent être n'importe où et en particulier avec le networking. Oui, c'est vrai. Et du coup, il me reste 2 dernières questions. Que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Oh là là, le féminisme, enfin, je sais pas, c'est une grande question. Moi, je dirais plutôt que ce que j'aimerais, en plus, moi, je suis la mère d'un garçon et on a beaucoup d'échanges sur le féminisme. Ce que j'aimerais dans les années qui viennent, c'est que chacun assume sa part de féminité, les hommes, tout comme nous, on a aussi une part de masculinité. Moi, ce que j'aimerais, c'est que globalement dans le monde, on revienne sur des équilibres où la féminité, en fait, reprend un peu plus de place. Parce qu'après tout, nous sommes enfin, les hommes et les femmes sont euh, en équilibre sur Terre. Et je trouve que ce ratio entre la masculinité et la féminité ne sont pas représentés de façon équivalente dans le monde. Donc, je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à travailler ensemble, les hommes et les femmes, pour trouver un équilibre dans ce que nous, on aimerait que ce monde apporte peut-être plus, cette part de féminin, euh, même en politique, en fait, même sur la gestion des conflits. Voilà, un monde, ce côté plus apaisé, voilà. Donc, pour moi, la féminité, c'est quelque chose de tellement plus global. En fait, je le vois, moi, comme des valeurs plus, justement, de bienveillance, de, de, de décision réfléchie, de sens, en fait, que j'oppose peut-être à une certaine image de la masculinité qui est peut-être plus violente, simpliste et dans l'ego. Et on a tous les deux en nous, hein, en fait, hein. Donc, c'est de retrouver un équilibre sur ça. Et l'autre question qui était, pardon, j'ai oublié Estelle, Qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Sally Massa. Elle a été nommée secrétaire d'État chargée à l'égalité des femmes et des hommes. Et je l'ai écoutée la semaine dernière et je l'ai trouvée formidable. Et je pense que elle a un parcours extrêmement intéressant dans le monde privé. Après, elle a été nommée préfète et son parcours dans des hautes institutions, qu'elles soient privées, publiques, en tant que femme et dans son parcours, j'ai trouvé son discours extrêmement inspirant, posé et passionnant. Donc, je te dirais, Salima Sarr, je te mettrai en contact avec son directeur de cabinet. Formidable. J'ai trouvé que c'était un profil qui est
qui était extrêmement inspirant. Très beau parcours. Bah, merci beaucoup pour la recommandation. Je ne la connaissais pas donc bah, merci aussi pour la future remise en relation et également, bah, je rejoins aussi, ta vision, pour, le féminisme, entièrement d'accord avec toi. Mais du coup, bah, voilà, bah, merci à toi, Shirley pour, cet épisode ensemble. C'est passé très vite, c'était très chouette et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci Estelle, merci à tous. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!